Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. De toute l'histoire de l'humanité, c'est le défi majeur que l'homme doit relever, se nourrir. C'est l'un des gages essentiels à sa survie. Mais en ce 21e siècle, qu'y a-t-il de commun entre un urbain occidental qui mange fastement et en un minimum de temps, un réfugié d'une terre vouée à la guerre et à l'oubli, ou encore un paysan d'un pays en voie de développement? Eh bien, malgré toutes les différences, finalement, il y a bien une similitude. Car le monde agricole est mondialisé, tenu par celui de l'industrie et les lobbies qui accompagnent sa puissance. La réalité à laquelle chaque citoyen devrait aujourd'hui se confronter est la qualité de ce qu'il mange et le respect de ce que la terre peut produire. Olivier De Schutter est rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Votre constat aujourd'hui, c'est que le modèle agro-industriel est dépassé. J'ai envie de vous poser cette question. Ah bon, vraiment ? Oui, on ne le sait peut-être pas encore, mais nous sommes sur des trajectoires qui ne sont effectivement pas durables. Nous avons développé notamment une très grande dépendance sur les énergies fossiles pour la production d'engrais chimiques, pour la mécanisation de l'agriculture. Nous réduisons la biodiversité de manière dramatique et nous avons développé des systèmes agro-industriels qui ont des impacts en termes de santé publique qui vont, dans les années qui viennent, s'avérer de plus en plus problématiques. Et il faut changer de modèle et je pense que ce modèle est effectivement à bout de souffle. Mais pourquoi vous le dites à bout de souffle? Parce que l'impression que l'on a, c'est que plus que jamais on est dans ce modèle. Plus que jamais, quand on regarde le poids de l'industrie agroalimentaire, effectivement, et agro-industrielle, est important. Plus que jamais on voit qu'il rayonne dans tous les pays et on constate que quand un homme d'État doit prendre une décision, on le pousse dans certaines, justement vers ces décisions-là. Nous héritons de systèmes qui ont été mis sur pied dans les années 60, 70, où l'objectif était véritablement d'augmenter la production de calories à bon marché pour satisfaire une demande croissante liée à la croissance démographique et à l'urbanisation. Et donc l'objectif, c'était d'augmenter les volumes, notamment des grandes céréales, de blé, de maïs, de riz, etc. Mais on n'a pas du tout prêté attention à toutes les conséquences qui résultaient de cette révolution technologique qu'on a mis en place au cours des années 60 et 70, en termes de destruction des sols, en termes d'augmentation des gaz à effet de serre, en termes de pollution des sols et des réserves d'eau, en termes aussi d'absence de prise en compte des questions de nutrition dans les politiques agricoles. Et donc, on est aujourd'hui à la fin d'un modèle. Les recettes qui étaient bonnes pour les années 60 ne sont plus des recettes qui sont bonnes au XXIe siècle. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un début de prise de conscience que les engrais, les pesticides, les semences qui évoluent, c'est effectivement pas sans conséquences sur la santé. Je reviens quand même à ma question de base. Est-ce que vraiment, dans tous les pays, les citoyens sont prêts à entendre que ce modèle est dépassé? On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, le monde rural, il est plutôt happé toujours par ce modèle-là. L'impatience croît, mais les alternatives sont nombreuses à être bloquées à un moment donné. Elles existent à une échelle locale, de plus en plus de gens se mobilisent et font de la consommation alimentaire un acte citoyen, mais c'est vrai que le système reste dominant, celui qui est en place et celui dont on a hérité. Je pense que c'est aussi lié au fait que nos modes de vie sont des modes de vie pressés, avec des distances entre le domicile et le travail qui sont des longues distances, avec des familles qui sont de plus en plus réduites en taille, de manière telle qu'on cuisine moins parce qu'on est moins nombreux, qu'on a moins de repas en famille. Et donc c'est tout un style de vie qui est associé à une culture alimentaire, du low cost et du fast-food. Et tant qu'on ne révisera pas cela, c'est vrai que le changement est difficile à opérer sur une base, je dirais, structurelle. Est-ce que le fait qu'on arrive aujourd'hui à faire une corrélation entre ce que l'on mange et certaines maladies va pouvoir aider ? Oui, l'OMS s'en inquiète. L'Organisation mondiale de la santé exprime les plus grandes inquiétudes à propos de la croissance du surpoids et de l'obésité. Nous avons dans le monde 1,4 milliard de personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, dont 400 millions qui ont une obésité telle qu'elle peut conduire à une augmentation des maladies cardiovasculaires, de cancers gastro-intestinaux, de diabète, évidemment, en très grand nombre. Cela va peser de plus en plus sur les budgets de la sécurité sociale, de la santé publique, et de plus en plus, les gouvernements vont devoir s'intéresser à l'alimentation parce qu'il deviendra impossible de faire autrement. Je crois que c'est sans doute à travers cet angle-là que la prise de conscience des citoyens peut le plus rapidement progresser. C'est vrai qu'on se mobilise pour l'environnement, on se mobilise pour la justice sociale, notamment au bénéfice des travailleurs agricoles ou des petits paysans, mais c'est le lien entre
alimentation, agriculture et santé qui est peut-être le point sur lequel la mobilisation à l'avenir sera la plus forte. Et juste pour rester là-dedans, c'est vrai qu'on fait aussi des corrélations, par exemple, entre les maladies neurodégénératives, telles la maladie de Parkinson et la nourriture. Dans une organisation comme la vôtre, celle des Nations Unies, est-ce que justement ça permet d'avoir des différents services qui travaillent ensemble? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un espoir vers ces questions-là? Oui, c'est paradoxal aux Nations Unies parce qu'on a une fragmentation de la gouvernance mondiale qui demeure sur ces questions très réelles. Par exemple, la FAO s'occupe de l'agriculture. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui s'occupe de la santé et c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui n'est pas vraiment partie des Nations unies, qui s'occupe du commerce. Or, il faut aujourd'hui que ces différentes politiques sectorielles soient beaucoup mieux coordonnées, qu'on intègre les questions de santé dans les politiques agricoles, qu'on intègre les questions de sécurité alimentaire dans la manière dont les politiques commerciales sont conduites. Et malheureusement, cette coordination fait encore largement défaut. Les choses se sont améliorées depuis 5 ou 6 ans. On a tenté de construire une certaine gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire, mais c'est encore très lent à se mettre en place. Une question quand on vous écoute, parce que c'est vrai que quand on parle à ce moment-là de nourriture, de rapidité, de la façon dont les engrais, les pesticides se sont mis en place dans le cadre d'une agriculture productiviste, on se rend compte qu'on est en train de parler de l'Occident. Et on est de l'homme moderne du XXIe siècle, mais de l'Occident. Alors comme il ne faut pas être égoïste, il faut aussi regarder vers les autres pays. Est-ce que ce modèle-là, vous qui avez travaillé sur l'ensemble de la planète, finalement est en train de s'exporter dans tous les pays du monde? Est-ce qu'on le voit aussi bien dans des confins de pays asiatiques que dans l'Amérique latine? Ce modèle productiviste qui s'est développé chez nous à partir du premier tiers du XXe siècle, vraiment, mais qui s'est vraiment déployé à partir des années 50 et 60, est de plus en plus devenu la norme dans les pays d'Amérique latine, qui produisent par exemple des quantités considérables de soja pour nourrir notre bétail, dans les pays d'Asie du Sud où la révolution verte s'est développée à partir du milieu des années 1960, et aujourd'hui la nouvelle frontière c'est le continent africain où on exporte ce modèle agro-industriel. Je pense que c'est problématique, cela a notamment pour conséquence dans ces pays que les petits paysans, les petits agriculteurs sont marginalisés, parce qu'ils sont moins compétitifs, ils ne sont pas outillés pour, je dirais, être concurrentiels sur des marchés mondialisés et où les économies d'échelle sont la source principale de compétitivité. Et donc, c'est cela qui accroît la pauvreté rurale, l'absence de développement rural, qui explique qu'on n'est pas suffisamment investi dans ces petits agriculteurs. Et c'est une des causes principales de la faim dans le monde aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de raconter, c'est que le marché étant devenu mondial, on imagine à quel point il est juteux. Le poids des lobbies est donc considérable. Quand à un moment donné, on veut s'atteler et affronter ce monde agro-industriel, il doit y avoir une puissance financière et une puissance d'influence colossale derrière. Oui, il y a, je dirais, 3 canaux à travers lesquels ces grands acteurs dominants contrôlent en réalité le système. D'abord, les technologies, les infrastructures, les logistiques sont développées pour eux et par eux. Ils contrôlent toute la mécanique, si vous voulez, de l'agroalimentaire. Deuxièmement, ils sont très concurrentiels sur le plan économique. Ils peuvent réussir à faire des économies d'échelle, à relier des producteurs aux consommateurs d'un bout à l'autre de la planète. Et troisièmement, ils ont une capacité de blocage politique qui est réelle. Les gouvernements sont tout à fait enchaînés, n'ont pas la capacité vraiment d'opérer des transformations d'ensemble parce que ces acteurs bloquent la décision politique. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'un État ne peut pas aller affronter à un moment donné? Non, concrètement, les positions que les États prennent dans beaucoup de négociations internationales sont des positions qui sont définies en fonction des intérêts de leur secteur de l'agro-export, de leurs grandes entreprises multinationales et des besoins d'ouvrir des nouveaux marchés pour ces entreprises. Et donc, malheureusement, l'État n'est pas toujours bien outillé pour défendre l'intérêt général. Alors, pour défendre l'intérêt général, vous, dans votre rapport, vous regardez justement sur la possibilité de ces exploitations familiales, sur la possibilité, en fait, de rendre la terre aux humains, aux familles. Comment est-ce que vous voyez que les choses peuvent évoluer et surtout, comment est-ce qu'on peut faire bouger? Alors, il y a un consensus aujourd'hui pour réinvestir de manière massive dans ce qu'on appelle effectivement l'agriculture familiale à plus petite échelle, parce que c'est la meilleure façon de réduire la pauvreté rurale, d'augmenter les revenus des personnes très pauvres qui habitent dans les zones rurales où se concentre encore largement la pauvreté la plus extrême dans le monde. Cependant, il faut pour cela beaucoup d'argent, des budgets pour soutenir cette agriculture-là et pour compenser 30, 40 années de sous-investissement dans l'agriculture. Les États n'ont pas ces budgets
Et le secteur privé n'est pas très intéressé à soutenir les petits paysans parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué, parce que travailler avec des milliers de petits paysans répartis sur des grands territoires, c'est très difficile. Il faut les organiser en coopérative et les éduquer à respecter les standards qui sont d'application dans les chaînes mondialisées de l'agro-export. Et donc, c'est extrêmement difficile. Il y a un consensus politique sur ce réinvestissement-là dans l'agriculture familiale, mais sur le terrain, les choses ne vont pas toujours dans la bonne direction. Donc un dernier conseil que vous donnez, c'est que vous dites qu'il faut finalement que les prix ne soient pas si bas, il faut que les prix soient hauts pour que ce système puisse fonctionner. Il ne faut pas que les prix soient hauts. Beaucoup de gens n'ont vraiment pas les budgets qui permettraient de payer une alimentation plus chère. Mais ce qui est vrai, c'est que le paradigme de l'économie agroalimentaire low cost, où l'on voulait aider les pauvres en écoulant sur les marchés des calories bon marché, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. À terme, il faut des mécanismes de protection sociale beaucoup plus robustes pour aider les pauvres à pouvoir acheter une nourriture de qualité et pour éviter que l'accès de l'alimentation pour les plus pauvres se fasse au détriment des petits producteurs et qui seront les perdants d'un système qui favorise le low cost dans l'agriculture. Et donc il faut progressivement un changement de cap. Des prix bas, ça ne peut pas être la seule obsession à poursuivre indéfiniment. C'est donc le grand défi à relever de ce XXIe siècle. Merci à vous, Olivier De Schutter.